Bonjour à tous, cette vidéo porte sur la sécurité des procédés. Cette unité d'enseignement va être réalisée à distance et plusieurs vidéos vont être proposées. Cette vidéo est la première de deux vidéos qui vont traiter des chapitres de 1 à 4. Dans cette vidéo, nous allons traiter la première partie de cet enseignement, les chapitres 1, généralité, 2, dangerosité des produits, et 3, classement réglementaire des produits et des activités. Commençons par le chapitre 1, généralité. Les mots-clés de ce chapitre sont notions, implications et terminologie. Le métier de technicien du génie des procédés évolue. Les installations industrielles deviennent de plus en plus modestes. Les grands complexes sont ratifiés sur le territoire et les structures sont plus petites. Les grandes sociétés réduisent leurs effectifs ou alors on a apparition de PMI et de PME. Donc PMI, petites et moyennes industries, et PME, petites et moyennes entreprises. Ça fait que le technicien du génie des procédés a davantage de domaines d'intervention dans des équipes restreintes et il va donc devoir élargir le spectre de ses connaissances pour assurer les interfaces avec les spécialistes, fournisseurs et l'administration. Et en particulier pour la syndinique, qui est la science des risques industriels. Voilà le propos de cette unité d'enseignement, c'est vous donner une connaissance de base et une culture de la syndinique pour que vous puissiez l'utiliser ensuite dans un contexte professionnel. Les risques et dangers, quelle est la terminologie ? Le langage courant ne facilite pas la définition scientifique des phénomènes physiques. Les unités de la vie courante font une bonne part au mélange des unités, comme par exemple le degré d'alcool dans une boisson, même s'il s'agit d'un pourcentage, ou la tension artérielle qui est une pression, etc. De plus, selon les pays, un même phénomène redouté peut s'exprimer avec des mots de sens opposé. En France, on vous dira danger de mort, alors qu'en allemand, si on traduit littéralement Lebensgefahr, c'est danger de vie, protégez votre vie. Dans le cadre des études de syndinique, il est important de bien faire distinction entre les notions d'énergie et de puissance. Dans le langage courant, la puissance et l'énergie sont souvent confondues, alors que la puissance c'est bien le débit d'énergie. Donc la puissance c'est la quantité d'énergie par unité de temps. On imagine bien le cas du TNT, où finalement la TNT c'est un explosif qui va libérer une quantité d'énergie assez importante. La quantité d'énergie délivrée par le TNT par kilogramme est plus faible que la quantité d'énergie délivrée par le pétrole par exemple. Simplement le TNT va libérer son énergie très rapidement, alors que le pétrole va libérer beaucoup plus lentement en cas de combustion. D'un côté, on a une explosion, le cas du TNT, de l'autre côté, on a une combustion qui peut être contrôlée dans un moteur. Maintenant, pour tenir un langage homogène, on peut revenir sur différentes définitions, comme le danger, qui est la cause ou le processus capable de provoquer une atteinte, soit à l'homme, soit au bien, soit à l'environnement. Le risque, c'est le résultat de l'exposition au danger. La prévention, c'est la réduction du risque en amont du phénomène. Et la protection, c'est la réduction de l'impact du phénomène s'il se produit. Quels sont les risques et les dangers? C'est une très bonne question. Si cet homme est en train de faire le poirier sur un immeuble, le danger, c'est de faire le poirier au bord de l'immeuble. Le risque, c'est la chute du haut de l'immeuble. La prévention serait d'interdire l'accès ou de mettre des clôtures infranchissables. Et les protections, finalement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il est très très haut, donc pas assez haut pour porter un parachute, et trop haut pour qu'un matelas en mousse puisse faire un effet. Quelle est l'implication du technicien en génie des procédés? Premièrement, identifier les produits dangereux. Identifier les rubriques et les régimes et le positionnement global des installations au niveau réglementaire. Donc tout ça, là, ces trois derniers points sont des points réglementaires. Et il faut qu'il ait une connaissance, par son expérience, donc connaissance des risques, classique, analyse des textes, prise en compte éventuelle des contraintes réglementaires et connaissance des principes et modes de fonctionnement des différentes barrières. Il y a beaucoup de termes ici qui sont nouveaux, sur lesquels on va revenir tout au long de ce cours. Deuxième chapitre, la dangerosité des produits. Les mots-clés sont inflammation et explosion. Le point éclair, ou flashpoint. Le point éclair est la température minimale à laquelle un mélange de vapeur et d'air, dans les conditions normales de pression, peut être enflammé. Pour les corps purs, on va avoir accès à des tables de propriétés physiques. Pour les hydrocarbures, avec des points éclairs non publiés, on a des formules qui seront quand même moins précises.
Pour étudier par exemple le cas du 11 décile énéicosane, qui est utilisé pour les bougies, donc là on est sur du C31H64, et donc l'application nous donne 137 degrés environ. On peut trouver des vidéos qui nous montrent comment réaliser la mesure en coupe ouverte ou en vase clos, et on peut également trouver les normes internationales. Donc la vidéo que j'aurais dû vous passer en classe, je vais vous la mettre en lien sous cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Le point d'auto-inflammation ou auto-initiation temperature. C'est la température à laquelle un mélange, en proportion convenable, s'enflamme spontanément. Pour les hydrocarbures, le point d'inflammation diminue quand le produit s'alourdit au point de devenir proche de la température opératoire. Et donc attention aux feux spontanés, dans les cas de fuite accidentelle ou dans les cas de résidus en fond de tour. Il existe une norme américaine qui permet de la mesure en réacteur clos pour les produits. Donc à nouveau, une vidéo est disponible, je vous mettrai le lien sous la description. L'énergie d'inflammation, c'est l'énergie minimale exprimée en microjoules à apporter à un mélange optimal de gaz, vapeur ou poussière avec l'air pour qu'il s'enflamme. Donc cette énergie est réduite quand le mélange est riche en oxygène. C'est pour ça qu'il est interdit de graisser les connexions des lignes de dioxygène. On peut par exemple discuter de l'explosivité des silos à grains vides, où on a poussière plus dioxygène plus étincelle. Les limites inférieures d'explosivité ou supérieures d'explosivité des corps purs. En anglais, on parlera de flammability limits or explosivity limits. Dans le cas de la limite inférieure, LI ou LIE vont représenter la limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité. C'est la concentration minimale en volume dans le mélange d'air-vapeur, au-dessus de laquelle il peut être inflammé. Dans le cas LSI, LSE, c'est la limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité, c'est la concentration maximale en volume dans le mélange d'air-vapeur, au-dessous de laquelle il peut être inflammé. L'influence de la pression. Si la pression est autour de la pression atmosphérique, l'influence est négligeable. Pour une pression inférieure, la zone d'inflammabilité va se resserrer jusqu'à devenir nulle. Et si la pression est supérieure à une atmosphère, en général, la plage d'inflammabilité augmente. La température a également une influence. Plus la température augmente, plus la plage d'inflammabilité augmente. Et l'influence de l'enrichissement en dioxygène, on va avoir une augmentation de la LSE. Si maintenant on a un appauvrissement en dioxygène, l'impact va être différent selon qu'on utilise de l'azote ou du gaz carbonique pour le remplacer. Et on va avoir un resserrement de la zone d'explosivité jusqu'à sa disparition pour une concentration en dioxygène dans le mélange comprise entre 10 et 15%. Si maintenant on veut prendre un diagramme pour représenter tout ça, on voit qu'on a envers le domaine d'inexplosivité, donc il y en a deux, entre 0 jusqu'à la limite inférieure d'explosivité, puis on a le domaine d'explosivité, puis on a la limite supérieure d'explosivité et le domaine à nouveau d'inexplosivité. Donc sur un pourcentage de 0 à 100 de gaz ou vapeur en mélange avec le dioxygène, on voit qu'on a un domaine d'explosivité qui ne prend pas toutes les concentrations. Pression maximale d'explosion, on va très peu en parler ici, mais sachez simplement qu'il y a deux types d'explosions. Vitesse de montée en pression. Elle caractérise la violence de l'explosion. Classement réglementaire des produits et des activités. Cette partie-là va être assez longue et assez dense. On va parler de réglementation, REACH, Seveso et de classification. Commençons déjà par la réglementation Seveso. Dans un premier temps, parlons de la catastrophe de Seveso. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1976, sur la commune de Seveso en Italie, il y a eu un rejet accidentel de dioxine. Et donc, il y a eu pollution des personnes et des sols. C'est pourquoi, le 24 juin 1982, la directive dite Seveso demande aux États européens d'identifier les produits associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires. Cette réglementation a été ensuite modifiée par Seveso II puis par Seveso II modifié. Elle a été transposée dans le droit français au travers de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 et du décret de nomenclature des installations classées et du code de l'environnement. Depuis, il y a eu la réglementation Seveso III. C'est une directive qui a reçu un accord institutionnel européen en mars 2012 et qui est entrée en vigueur en juin 2015. Quelles sont les réglementations depuis juin 2015? D'abord, commençons par les références réglementaires.
On a bien sûr les textes nationaux et européens. D'un côté, on va avoir le règlement REACH, qui demande l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation, et qui va impliquer la restriction pour certains produits. Le règlement CLP, qui là va répartir les 28 classes de dangers en 3 catégories, les dangers physiques, les dangers pour la santé et les dangers pour l'environnement, et qui va faire mention de dangers avec un code alphanumérique de type H et 3 chiffres derrière, devant figurer dans les FDS, donc les fiches de données sécurité des produits. Si on regarde ces classes de dangers, elles sont exposées ici. Pour les dangers physiques, il y a par exemple les substances explosives. Pour la santé, par exemple, les substances qui vont entraîner une sensibilisation respiratoire ou cutanée. Et pour l'environnement, les dangers pour les milieux aquatiques. Voici les pictogrammes de sécurité que vous connaissez d'ailleurs. Toujours dans les textes nationaux et européens, on a la directive Seveso III, qui établit un seuil haut, un seuil bas, qui va impliquer une règle des cumuls, tout ça on va en reparler plus tard. Et en France, ces seuils sont définis par la nomenclature IC, qui est annexée à l'article R511-9 du CE, et la règle des cumuls est donnée à l'article R515-11. Il y a également la législation des installations classées. En complément des rubriques 1, 2, 3, la directive Seveso a créé une nouvelle série, les 4, qui sont relatives aux substances et mélanges dangereux de Seveso 3. Donc on a 9 sous-rubriques réparties en 4 parties. L'annexe en nomenclature, vous pouvez la retrouver sur Madoc. Mais si on discutait de ces 4 parties, voilà lesquelles sont. Il y a la rubrique 4000, qui est la définition générale. Les rubriques 4001 à 4199 sont pour les propriétés dangereuses génériques. Les rubriques 4700 sont pour les substances nommément désignées. Les rubriques 4800 sont les substances spécifiques. Toujours dans les références réglementaires, on a le code de l'environnement. Bien sûr, la France dispose de nombreux codes juridiques, parmi lesquels on trouve le code de l'environnement, et il regroupe les textes juridiques français relatifs au droit de l'environnement. Il y a 7 livres, et par exemple le livre 5 est Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, et ça va concerner les risques industriels. Dans le livre 5, on a 8 titres, qui sont énumérés ici. Ensuite, on a les données d'entrée. Donc on doit faire un inventaire des substances et mélanges dangereux. On doit identifier les substances et mélanges nommément désignés dans les rubriques 4700 et recenser les propriétés dangereuses quand il y a une mention de danger et leur type de danger. Donc ça, c'est souvent classé en section numéro 2 des fiches de données sécurité. Et enfin, on a un tableau de correspondance entre les mentions de danger et les rubriques, dans les rubriques 4000. Quelles sont les méthodes de classification depuis le 1er juin 2015? Dans un premier temps, on doit faire un tableau d'inventaire qualitatif et quantitatif, en 6 colonnes. Première colonne, produit et quantité. Deuxième colonne, substance désignée, c'est seuil spécifique. Troisième colonne, mention des dangers. Quatrième colonne, le type de danger, que ce soit pour la santé, danger physique, environnement, autre danger Seveso ou autre danger non Seveso. Quelle règle des cumuls est applicable, que ce soit pour la santé, l'environnement ou le physique. Et les rubriques, correspondant à la nomenclature, soit des substances désignées nommément ou non nommément désignées. Voici à quoi ressemble le tableau. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo et on verra le point 4 dans une seconde vidéo.